Théo, merci d'être avec nous. On a parlé dans la dernière vidéo de l'expansion du crédit chinois, de cette impression monétaire infinie, de cette recherche de la croissance pour combattre nos déficits, de la croissance pour la croissance, on nous parle très souvent. Vous allez travailler plus, vous aurez moins de choses, vous allez vous appauvrir, mais c'est parce qu'il faut être solidaire. Moi, quand j'entends tout ça, je me dis c'est pas très écolo, parce qu'on pousse à la consommation, sinon la bulle de la dette explose. Et en même temps, on a de la monnaie qui est fondante, qui est de la monnaie qui est inflationniste. Et donc, si jamais tu ne la dépenses pas, comme je l'ai bien expliqué, elle brûle dans nos mains. Donc, on va aller le mettre dans l'immobilier, on va aller prendre des prêts IMO, on va aller acheter la nouvelle PS4 et changer de voiture. Donc, j'aimerais comprendre un petit peu comment est-ce qu'on en arrive à un constat où aujourd'hui, on nous dit qu'il faut changer la monnaie, être plus écolo, créer des monnaies écologiques, comme certains parlementaires ou groupes activistes nous en parlent. Et en même temps, un constat réel qu'on ne peut pas imprimer à l'infini avec des ressources limitées sur Terre. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans la tête de nos intellectuels où il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, ou j'ai pas compris, ou comment ça fonctionne cette chose? Oula, tu me demandes de spéculer là. Un petit peu. Alors, tu peux dire disclaimer, je spécule. Ce qui se passe dans leur tête, ça j'en ai aucune idée. Par contre, en revanche, c'est clair que avant de regarder les effets directs d'une monnaie, combien d'énergie elle consomme, etc., ce qui est facile quand les données sont disponibles, comme c'est le cas sur Bitcoin, il faudrait peut-être se demander quels sont les effets de second ordre, c'est-à-dire quel comportement économique elle induit, et est-ce que ces comportements économiques, eux, sont écologiques. Si je favorise la fabrication de jouets en plastique qui vont être balancés dans des décharges et ensuite acheminés je ne sais où et recyclés ou pas et retraités je ne sais comment dans une espèce de gabegie consumériste que finalement impulse le fiat, la dette, la destruction de la capacité de réserve de valeur de la monnaie, c'est pas vraiment une monnaie écologique. Si en revanche j'ai une monnaie qui est peut-être, mettons, moins vertueuse dans sa production elle-même d'un point de vue écologique, mais qui par contre induit toutes les autres activités, enfin induit des comportements écologiques à la fois dans la production et dans la consommation sur toutes les autres activités économiques, c'est probablement un gain gigantesque. Et d'ailleurs j'avais aidé à la rédaction d'un papier qui avait été publié par Laurent Bénichou, qui s'appelle Bitcoin is a gift to environment. Bitcoin est un don pour l'environnement, dans lequel il listait très simplement quelques arguments de base, dont celui-ci. Et du coup, la question que j'invite les défenseurs de l'écologie très vocaux à se poser, c'est finalement qu'est-ce qui favorise le plus la rationalisation de l'utilisation de nos ressources pour en tirer le maximum de valeur en ayant le minimum d'impact sur la richesse que nous tenons tous pour chère, que ce soit nos écosystèmes, que ce soit nos lacs, nos forêts, etc. Est-ce que c'est un standard qui encourage les gens à faire des décisions rationnelles, à épargner, à contrôler leur consommation, à ne pas s'endetter, à ne pas chercher la croissance pour la croissance, qui ne fait pas l'apologie d'une métrique comme le PIB qui en fait mesure juste en gros la consommation sans prendre en compte ce que l'on fait du capital, ou plutôt une monnaie qui, comme le fiat, encourage à la consommation, encourage à ne pas penser aux conséquences de long terme mais à penser aux conséquences de court terme, qui oblige les gens à des comportements addictifs ou on va dire penser, peu sous-peser avant de consommer, avant de se mettre en dette et donc de consommer encore plus ou de s'enfermer dans la rat race pour pouvoir en sortir. Enfin bref, les incentives sont importantes. Je crois que c'est Charlie Munger qui disait montrez-moi les incentives et je vous montrerai le résultat. C'est exactement ça en fait. Si vous voulez régler le problème écologique dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée dans toutes les presses, tous les médias, etc., commencez à vous intéresser par les incentives économiques. C'est logique. La surproduction et la surconsommation, ça commence bien au niveau de la signalétique des prix. C'est forcément les incentives qui nous conduisent dans nos comportements économiques qui sont à la racine de ce problème-là. Donc arrêtez de nous bassiner à essayer de faire du micromanagement des causes et attaquer directement les effets. L'effet fondamental, c'est la monnaie. Et à cet égard-là, je pense qu'effectivement, oui, Bitcoin est un cadeau pour l'environnement. Ouais, et il y a quelque chose que beaucoup de nos viewers, je pense, mais heureusement,
J'espère que vous le savez. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi le pétrodollar. Et donc finalement, quand tu parles de problème de magnitude 1, 2, 3, donc rapidement, dans magnitude 1, c'est je mange, je suis plein. 2, si je mange toujours trop, je vais finir gros. 3, je vais probablement mourir beaucoup plus tôt parce que du coup j'étais gros et j'ai eu des complications. Alors de magnitude 1, 2, 3. Tu me dis si tu comprends si je dis des bêtises. Tu as parlé de 1 et 2, mais moi ce que je vois surtout, c'est que derrière, pour maintenir finalement cette emprise du système, pour maintenir ce fiat, je vous invite à lire du coup le fiat standard de Safavideus, qui est très 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 bon d'ailleurs, c'est le pétrodollar derrière, c'est la guerre, c'est une dépense énergétique absolument folle pour maintenir un système qui est basé littéralement sur l'exploitation des ressources fossiles. Voilà, j'ai mal interprété qu'est-ce qu'était le fiat et aujourd'hui le standard dollar. Alors, je pense qu'il faut expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le pétrodollar quand même. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a établi un système qui s'appelle le Gold Exchange Standard habituellement, qui consiste à dire désormais le dollar sera la monnaie mondiale, il sera convertible en or à un prix fixe et toutes les monnaies seront fixées par rapport au dollar. Ce système était fondamentalement instable, notamment parce qu'il donnait un droit de seigneuriage aux États-Unis et qu'il les mettait dans la position où ils pouvaient payer pour leurs importations croissantes en émettant de la monnaie qui allait être considérée aussi bonne que l'or, as good as gold, par leur contrepartie. Évidemment, ils ont émis beaucoup plus de monnaie qu'ils n'avaient d'or, et au bout d'un moment, les États-Unis ont fait défaut sur leurs dettes, notamment lorsque l'Allemagne et la France ont réclamé la conversion de leur dollar en or. La manière dont ce défaut s'est passé, c'est que Nixon est gentiment apparu à la télé pour expliquer que le système ne prévalait plus et qu'unilatéralement il allait le changer pour un système où au centre de tout serait le dollar qui ne serait convertible vers rien et après démerden sich. C'est à ce moment-là qu'on est rentré, donc en 1971, le 15 août exactement, qu'on est rentré dans un système pur fiat. Néanmoins, pour garantir le fait que les dettes monstrueuses que les Américains émettaient pour pouvoir finalement se permettre toutes ces importations, pour se garantir finalement qu'elles allaient être achetées avec les dollars qu'ils dépensaient et qui abondaient dans le reste du monde, il a devisé avec un allié qu'ils avaient depuis les années 50 qui était l'Arabie Saoudite, un plan que je trouve absolument génial d'un point de vue géostratégique, absolument délétère pour l'ordre mondial, mais ça c'est un autre problème. Qui consiste à dire, finalement, on va pricer tout le pétrole dans le monde en dollars, parce que l'économie c'est de l'énergie transformée, sans pétrole vous ne faites rien. Et donc, si tout le monde a besoin de dollars pour utiliser le pétrole, parce que c'est plus pratique d'avoir qu'une seule monnaie, tout le monde va utiliser le dollar pour tout, ce qui est le cas aujourd'hui, 90% à peu près des transactions internationales sont faites en dollars. Et donc à ce moment-là, on va garantir que tout le monde aura des balances en dollars pour stocker ces dollars excédentaires. Tous les gens qui produisent plus qu'ils ne consomment, donc par exemple, pensez au Japon, à la Suisse, à l'Allemagne, vont du coup garder des titres, des securities américaines, notamment de la dette américaine, et comme ça, on aura toujours des gens pour acheter notre dette et donc pour soutenir nos déficits budgétaires. Désolé pour l'explication un peu longue, mais je pense que c'est important à comprendre. Et donc, du coup, ils ont fait un accord avec la famille régnante en Arabie Saoudite, des Ben Saoud, qui consiste à dire nous allons vous protéger militairement, nous allons vous vendre des armes, et en échange, vous allez accepter de pricer votre baril de pétrole en dollars et d'utiliser les dollars résultantes pour acheter du S&P 500, de la dette américaine, bref, des actifs américains. Après ça, c'est du coup un truc sur lequel se sont alignés l'essentiel des alliés des Américains et des Saoudiens, l'essentiel des pays producteurs de pétrole dans le monde. Et c'est essentiellement ce qui tient notre système aujourd'hui, ce qui garantit que le dollar est roi et qu'il reste réserve de valeur mondiale aujourd'hui, c'est cet accord entre les Saoudiens et les Américains, encore une fois qui vise à pricer le baril de pétrole en dollars et à recycler les dollars issus de sa vente dans les bons du gouvernement américain. Du coup, il faut bien comprendre que ce qui permet de financer toutes les interventions militaires américaines, qu'on soit pour ou contre, c'est ce système-là, parce que c'est ça qui leur permet d'entretenir leur déficit, de financer leur armée pléthorique, et c'est également ça qui tient cette alliance géopolitique entre les Saoudiens et les Américains, et c'est également ça qui tient le cartel pétrolier, qui tient les marchés de pétrole mondiaux, et donc l'économie mondiale asservie au dollar. Donc pour ceux qui pensent que, ce qui n'est pas mon cas, mais qui pensent qu'il faut absolument sortir des énergies fossiles,
déjà, vous allez avoir un problème en restant dans le dollar. Parce que le gars qui contrôle l'institution la plus importante au monde, c'est-à-dire la monnaie, et en l'occurrence l'État américain, a aucun intérêt à le faire. Et donc il peut raconter ce qu'il veut à la télé ou dans des colloques ou quoi que ce soit, de toute manière il ne le fera pas. Donc à la limite, si vous êtes cohérent avec vos convictions, joignez-nous, hein, c'est sympa Bitcoin, et vous verrez, on renversera le pétrodollar et peut-être une sortie des énergies fossiles, mais j'y compterai pas trop, plus facilement finalement en adoptant Bitcoin qu'en brassant de l'air chaud et en dénonçant les énergies fossiles, alors même que tous les jours on utilise une monnaie qui n'est garantie que par cet accord, encore une fois. Et la différence, ce serait que Bitcoin n'est backé par de l'énergie, mais du coup, il y a tout de même une dépense énergétique. Bien sûr, il y a une dépense énergétique, mais la question qu'il faut se poser en termes d'énergie, c'est pas combien d'énergie on consomme, c'est déjà on ne consomme pas de l'énergie, on ne fait que la transformer, et surtout, quel est l'usage alternatif de cette énergie? Si vous êtes dans une région par exemple qui est peu peuplée, que vous avez un barrage hydraulique à proximité, mais que vous n'avez pas les moyens de construire un grid qui va permettre d'alimenter des populations lointaines avec l'énergie hydraulique qui est générée lorsque l'eau passe dans les turbines de votre barrage, donc pour l'expliquer avec un peu plus de détails, vous avez une masse d'eau, vous avez une énergie potentielle de pesanteur qui va passer à travers une turbine, donc on appelle ça une énergie cinétique, qui est transformée en énergie électrique qui ne se stocke pas. Donc cette énergie, de toute manière, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose, elle va être gaspillée quoi qu'il arrive. Donc Bitcoin, en ce qu'il est une demande d'énergie non locale, et surtout la seule industrie qui peut avoir une demande d'énergie non locale, il a, pour des raisons économiques et théoriques, enfin quand je dis théorique, c'est théorie des jeux, le rôle de demandeur en dernier ressort de cette énergie. Donc en permettant le mining, ça ne va pas se faire en un jour, mais vous garantissez, pour des raisons économiques, parce que les autres miners vont faire faillite, que vous allez pouvoir recycler toute cette énergie gaspillée pour, encore une fois, alimenter un système monétaire mondial sain, qui n'est pas basé sur la guerre, qui n'est pas basé sur des énergies fossiles, et qui, dans la plupart des cas, pour des raisons là, de microéconomie de l'énergie, sera essentiellement alimenté par du solaire, du nucléaire, de l'hydraulique, de la biomasse, du géothermique, et ce genre d'énergie qui bouge mal, qui ont peu d'usages alternatifs, et sûrement pas par du gaz naturel ou d'autres énergies fossiles comme du pétrole, qui elles, parce qu'elles ont une densité énergétique très très forte par unité de poids, peuvent être utilisées pour alimenter des véhicules, pour transporter de la bouffe, bref, à des endroits critiques où elles peuvent être très demandées, où des gens sont prêts à payer très cher pour les obtenir. Encore une fois, Bitcoin achète de l'énergie moins chère que n'importe qui, il n'est pas en train de vous empêcher d'utiliser votre lave-vaisselle, il a peu de raisons de fonctionner à long terme avec de l'énergie fossile, donc juste foutez-lui la paix, quoi. Ou intéressez-vous un minimum à comment fonctionne notre marché énergétique mondial et notre grid mondial, je pense que ça rehaussera un petit peu l'intelligence du débat collectif. Dans le débat, je vais quand même te poser une question qui est quand même assez légitime sur le coup. Aujourd'hui, on sait tous qu'on peut utiliser Bitcoin dans des champs pétroliers off-grid parce qu'on peut exploiter les torchères pétrolières. Un argument écologique amené, c'est de se dire finalement on refinance cette industrie qui, de leur point de vue, doit mourir ou va mourir ou doit fondamentalement physiquement mourir parce qu'on extrait trop de placés, peu importe la raison, que ce soit physique, idéologique ou religieux, cette industrie, il veut qu'elle meure. Et nous, les mineurs, on a le marché libre, dit il y a de l'énergie perdue via les torchères, on va mettre un système de minage de Bitcoin dans un porte-container facilement. On va les faire tourner, ce qui va rapporter du coup du cash flow supplémentaire qui n'était pas là avant à des gens qui veulent détruire. Moi je trouve ça absolument super parce que déjà c'est de la pollution en moins, c'est le marché libre qui fait son job, je vois pas le souci, ça sécurise le réseau, mais bon, quel argument tu pourrais apporter en plus de ça à ces gens qui disent en fait du coup Bitcoin ça relance des trucs à charbon et ça aide l'industrie pétrolière à se relancer dans un nouvel âge d'or parce que finalement c'est eux qui ont de l'énergie en trop. Désolé, je t'envoie une pique. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste compliqué parce que pour moi j'ai du mal à critiquer ce recyclage-là. Finalement, c'est se dire que le marché est là en fait et qu'ils ne peuvent rien. Si on vient
finalement la question fondamentale, c'est est-ce que les gens ont le droit d'utiliser leur propriété comme ils veulent? C'est-à-dire que s'il y a un gars qui a un terrain dans l'Arkansas ou je sais pas où et qui décide de l'utiliser pour exploiter l'énergie, donc le pétrole de roche-mère qu'il peut obtenir en faisant du fracking sur ce terrain, et qu'un autre gars à l'autre bout de la planète est prêt à payer pour cette énergie, finalement, enfin, cry harder, quoi. Enfin, normalement, vous pouvez rien faire contre ça, si ce n'est reconnaître que effectivement la propriété c'est pas légitime et donc vous avez le droit d'imposer à qui que ce soit comment est-ce qu'il va utiliser son bien, etc. Et en fin de compte, j'ai l'impression que ça revient toujours à ça, c'est-à-dire que on peut essayer de contrôler le monde autant qu'on veut pour le faire rentrer dans nos idées, dans nos fantasmes idéaux, mais la réalité ne résiste à ça. Vous n'allez pas trouver d'activité économique qui va pouvoir donner une si grande valeur à ce gaspillage énergétique. Donc, soit vous l'acceptez, soit vous commencez à préparer votre putsch pour créer un régime totalitaire. Et encore une fois, rester assis sur vos fesses, c'est ce qu'on nous promet depuis 20 ans. Donc, je ne comprends pas bien, finalement, Enfin, je comprends la critique, mais so what? Enfin, vous comptez faire quoi? C'est vraiment, fondamentalement déjà, vraiment, par rapport à ce cas d'usage très précis et pas la question philosophique du libéralisme dont on peut parler juste après, hein, c'est cette chaudière, dans tous les cas, elle produit du gaz, ça pollue plus de ne rien faire. Donc si vous êtes écolo, juste foutez un mineur et foutez-nous la paix. Oui, donc c'est ça peut-être, il faut repartir à la base, encore une fois, hein, quand vous faites de l'extraction de gaz de schiste, vous fracturez des roches-mères, il y a du gaz naturel qui s'échappe, c'est économiquement pas viable de construire un gazoduc pour pouvoir l'acheminer là où il est demandé. Si vous voulez le transporter, il va falloir le liquéfier, donc il faut des infrastructures sur place, ensuite il faut transporter le gaz par camion, et ensuite il faut un port méthanier qui va permettre de l'acheminer là où il est demandé, encore une fois, qui ne va pas être l'endroit où il a été produit. Donc de toute manière, ce gaz va s'échapper dans l'atmosphère. Si j'ai bien pris mes cours de religion moderne, le CH4 c'est quand même très polluant, enfin au sens où c'est un gaz à effet de serre qui a un impact d'effet de serre énorme, donc vous devriez être content qu'on le fasse passer dans une turbine qui va le transformer sur place en énergie électrique, même si c'est pour alimenter le méchant Bitcoin. Encore une fois, ces gens-là sont en train de diminuer leur empreinte carbone, donc ils font plus pour l'écologie que vous à vous égosiller et à taper des commentaires là, en bas de la vidéo. Donc laissez-les tranquilles, c'est tout, soyez cohérents avec vous-même. Mais mettez quand même des commentaires, ça nous aide sur l'algorithme, comme on essaie de créer une révolution, allez-y. Moi, le problème fondamental, c'est à quel point l'autre a le droit d'être libre. Et en fait, le petit Européen, il va dire l'écologie c'est pas bien, la dépense c'est pas bien, il faut tout stopper, sans considérer qu'en fait notre confort de vie actuel qu'on a là, c'est simplement parce qu'on a exporté notre dépense énergétique à d'autres pays. Et on se fait des œillères sur les yeux et on se dit bon non on pollue moins mais toute la pollution est là-bas, et après on leur fait des bons textes, on leur fait des petites vidéos sympas en disant arrêtez de polluer s'il vous plaît là-bas. Donc pour moi c'est purement une question de libéralisme en mode est-ce que comme tu dis tu as le droit de faire ce que tu veux de la propriété, et à quel point tu as le droit, ou ton État a le droit d'aller ailleurs en disant s'il vous plaît arrêtez de faire ce qu'on a fait avant parce qu'on a fait une erreur et vous n'avez pas la faire. Non mais c'est la phrase éternelle de Bossuet, hein. Dieu se rit des hommes qui chérissent les effets dont ils déplorent les causes. Je la cite à l'envers à chaque fois, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, de toute manière, si vous allez au bout de votre raisonnement, soit vous détruisez à peu près tout ce qui rend votre vie vivable, c'est-à-dire vos libertés fondamentales, parce que sans liberté sur la propriété, vous n'en aurez aucune. Hayek disait très bien qu'on peut avoir des libertés économiques sans liberté politique, mais on ne peut pas avoir de liberté politique sans liberté économique. À partir du moment où vous altérez le droit de propriété, vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, la liberté d'expression, la liberté de déplacement, la liberté de culte, etc., tout ça s'éteint. D'économiser et de dépenser. Bien sûr, tout ça s'éteint à partir du moment où vous n'avez plus de liberté économique. Donc, si vous allez jusqu'au bout de ce genre de raisonnement, vous allez systématiquement en arriver à une altération du droit de propriété, une atteinte contre le droit de propriété pour atteindre un but moral qui peut être louable ou non. D'une part, ça va pas être efficace comme mesure, et deux, vous allez obtenir exactement l'inverse de ce que vous cherchez à obtenir à la base. Donc, moi, je trouve la cause très louable, mais on n'est juste pas d'accord sur la manière d'opérer, quoi. Comme quoi, on peut tous être pas forcément d'accord, donc trachez-nous dans les commentaires, ça nous fera remonter sur l'algorithme, et peut-être qu'on fera un follow-up. Théo, merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie, merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!